Le café était parfait. Ni trop fort, ni trop léger, avec cette amertume subtile qui réveillait sans brutaliser les sens. Étienne Delacroix leva les yeux de son écran pour contempler la tasse de porcelaine blanche posée sur son bureau, à côté d'un petit carton plié en deux. Depuis 3 semaines qu'il occupait ce poste de directeur général de Delacroix Innovateur, personne n'avait jamais pris la peine de lui apporter quoi que ce soit personnellement. Il déplia le carton d'une main distraite, s'attendant à un message corporatif ou à une note administrative. Au lieu de cela, une écriture délicate et assurée avait tracé ces mots. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'avancer malgré elle. Excellente journée, monsieur Delacroix. Étienne fronça les sourcils. Qui pouvait bien se permettre de lui laisser des citations inspirantes? Il regarda autour de lui, mais le bureau du 21e étage était désert, baigné dans la lumière dorée de ce matin de septembre. Paris s'étendait à ses pieds, à travers les baies vitrées, indifférentes et majestueuses. Il avait beau chercher dans sa mémoire, impossible de se rappeler avoir vu qui que ce soit déposer ce café. Pourtant, il était là, fumant encore légèrement, accompagné de ce message énigmatique. « Monsieur Delacroix ?» La voix de sa secrétaire particulière, Madame Rousseau, résonna dans l'interphone. Une femme d'une 50aine d'années, efficace et glaciale, qui dirigeait son emploi du temps avec la précision d'un métronome. « Oui, votre réunion avec l'équipe marketing dans 15 minutes. Dois-je faire préparer la salle de conférence? C'est déjà fait, je présume. » Un silence. Madame Rousseau n'aimait pas les présomptions, même justes. « Naturellement, monsieur. » Étienne raccrocha et reprit le petit carton entre ses doigts. L'écriture était soignée, presque calligraphiée, mais sans prétention. Quelqu'un avait pris le temps de tracer chaque lettre avec attention. Dans un monde où tout s'échangeait par email et messages instantanés, ce geste avait quelque chose de désuet et troublant. Il but une gorgée de café et ferma les yeux. Parfait, vraiment. Pas comme cette mixture industrielle que servait la machine du rez-de-chaussée, ni comme l'espresso trop serré que lui préparait habituellement Madame Rousseau. Non, ce café avait été préparé avec soin, avec cette attention particulière que l'on ne trouve que chez les personnes qui comprennent que les petits détails façonnent les grandes journées. Quand il rouvrit les yeux, son reflet dans la baie vitrée lui renvoya l'image d'un homme de 34 ans au regard fatigué. Ses cheveux bruns étaient parfaitement coiffés, sa chemise blanche impeccable sous son costume anthracite. Tout en lui respirait la réussite et le contrôle. Pourtant, à cet instant précis, en tenant ce message anonyme, il se sentait étrangement vulnérable. Depuis qu'il avait pris les rênes de l'entreprise familiale 6 mois plus tôt, après la retraite anticipée de son père, Étienne avait eu l'impression de vivre dans un aquarium. Tous les regards étaient braqués sur lui, analysant chacun de ses gestes, chacune de ses décisions. Les employés le saluaient avec un respect mêlé de crainte. Ses associés le jaugeaient constamment. Et même ses rares amis semblaient désormais calculer leurs mots en sa présence. Il avait accepté cette solitude comme le prix à payer pour le pouvoir. Mais ce matin, quelqu'un avait réussi à franchir cette barrière invisible qui l'entourait. Quelqu'un avait pris le risque de lui adresser quelques mots personnels, sans rien attendre en retour. Son téléphone vibra. Un message de sa mère. « N'oublie pas le dîner de ce soir chez les Moncler. Hélène sera là. » Étienne soupira. Hélène Moncler, fille d'un magnate de l'immobilier, diplômée de HEC, belle comme un tableau de maître et aussi froide qu'une sculpture de marbre. Sa mère multipliait les occasions de les réunir, convaincu qu'un mariage avec la jeune femme consoliderait la position sociale de la famille. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'est qu'Étienne n'avait aucune envie de se marier, ni avec Hélène, ni avec personne d'autre. Il glissa le petit carton dans le tiroir de son bureau, à côté de ses stylos Montblanc et de ses boutons de manchette en or. Un geste irréfléchi, presque instinctif. La journée s'écoula dans un tourbillon de réunions, de rapports financiers et de décisions stratégiques. Mais à chaque pause, Étienne se surprenait à penser à ce café parfait et à ces quelques mots tracés avec soin. Qui était cette personne qui avait pris le temps de lui préparer quelque chose d'aussi simple et pourtant si réconfortant? Le soir venu, tandis qu'il boutonnait sa veste pour se rendre au dîner chez les Moncler, il ouvrit à nouveau le tiroir
et contempla le petit carton. Demain matin, peut-être aurait-il une réponse à ces questions, ou peut-être pas. Dans les couloirs déserts de Delacroix Innovateur, seul le bruit de ses pas résonnait sur le marbre italien. Au rez-de-chaussée, le gardien de nuit lui adressa un salut respectueux qu'il rendit machinalement. Dehors, sa voiture l'attendait, conduite par Henri, son chauffeur depuis toujours. « Bonsoir, monsieur Étienne », dit le vieil homme en lui ouvrant la portière. « Bonsoir, Henri. » Tandis que la Mercedes glissait dans les rues de Paris, Étienne regardait défiler les lumières de la ville. Dans quelques heures, il serait assis à une table dressée avec raffinement, échangeant des banalités polies avec des gens qui ne s'intéressaient à lui que pour sa fortune ou ses relations. Il jouerait son rôle d'héritier parfait, souriant au bon moment, acquiescent aux propos convenus. Mais pour la première fois depuis longtemps, une partie de lui avait hâte d'être au lendemain matin. Hâte de découvrir si ce café parfait et ce message bienveillant l'attendraient à nouveau sur son bureau. Hâte de percer le mystère de cette attention inattendue qui avait, l'espace d'un instant, réchauffé sa solitude dorée. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires incroyables et commentez de quelle ville et de quel pays vous nous regardez. Le lendemain matin, Étienne arriva au bureau avec une demi-heure d'avance. Chose inhabituelle pour un homme dont la ponctualité était légendaire. Ni en avance, ni en retard. Toujours exactement à l'heure. Mais cette nuit, il avait mal dormi, hanté par une curiosité qu'il n'arrivait pas à expliquer. Le dîner chez les Montclair s'était déroulé exactement comme prévu. Hélène, impeccable dans sa robe Chanel noire, avait parlé de ses derniers voyages à Dubaï et New York avec l'aisance d'une femme habituée au cercle mondain. Elle était intelligente, cultivée, parfaitement assortie à son univers. Pourtant, Étienne n'avait cessé de penser à ces quelques mots tracés sur un simple carton. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'avancer malgré elle. Il poussa la porte de son bureau et s'immobilisa. Sur sa table, à la même place exactement, l'attendait une nouvelle tasse de café fumant et un nouveau message. Cette fois, le carton portait cette inscription. Chaque nouveau jour est une page blanche où écrire une histoire plus belle. Que cette journée vous apporte de la joie, monsieur Delacroix. Étienne s'approcha lentement, comme s'il craignait que cette apparition ne disparaisse. Le café dégageait un arôme riche et complexe, différent de celui de la veille. Pas moins parfait, mais avec des notes plus douces, presque caramélisées. Quelqu'un avait non seulement pris la peine de lui préparer un café, mais avait aussi varié la recette. Il regarda sa montre. 7h15. L'immeuble était quasiment désert à cette heure. Seules quelques personnes de l'équipe de nettoyage et de maintenance étaient présentes, ainsi que les employés des premiers services. Mais qui, parmi eux, aurait l'audace de pénétrer dans son bureau? Et surtout, qui possédait les compétences pour préparer un tel café? Une idée lui traversa l'esprit. Il se dirigea vers l'interphone et appela la sécurité. « Bonjour, ici Delacroix. J'aimerais consulter les enregistrements des caméras de surveillance du 21e étage. Ce matin, entre 6h30 et 7h15. Tout de suite, monsieur le directeur. Je vous envoie les images par email. » Étienne s'installa devant son ordinateur en buvant son café. Le goût était effectivement exceptionnel, avec cette douceur qui contrastait parfaitement avec l'amertume naturelle des grains. Quiconque l'avait préparé possédait une véritable expertise. Les images arrivèrent quelques minutes plus tard. Étienne les visionnait attentivement, quand Madame Rousseau entra sans frapper, privilège qu'elle s'accordait en tant que gardienne implacable de son emploi du temps. « Monsieur Delacroix, je dois vous rappeler que... » Elle s'interrompit en voyant la tasse sur le bureau. « Qui vous a apporté cela? Je n'ai donné aucune instruction au service de restauration. » « C'est bien ce que j'aimerais savoir. » Étienne fit défiler les images de surveillance. À 6h47 précisément, une silhouette apparut dans le couloir. Une jeune femme en uniforme de nettoyage, cheveux châtains, ramenés en chignon simple, portant un plateau. Elle marchait d'un pas assuré mais discret, comme quelqu'un qui connaît parfaitement les lieux. Il mit la vidéo en pause et zooma sur le visage. Une femme d'une vingtaine d'années, aux traits délicats, avec de grands yeux sombres et un sourire à peine esquissé. Elle ne ressemblait à aucune des employées qu'il avait pu croiser. Pourtant, elle évoluait dans l'immeuble avec une aisance naturelle. « Vous la connaissez ?»
demanda-t-il à Madame Rousseau. Sa secrétaire ajusta ses lunettes et examina l'écran avec attention. Non, je ne l'ai jamais vu, mais les équipes de nettoyage changent régulièrement. Voulez-vous que je me renseigne auprès des ressources humaines? Étienne hésita. Il pouvait facilement découvrir l'identité de cette femme, la faire convoquer, comprendre ses motivations. Mais quelque chose le retenait. Ce geste avait quelque chose de si spontané, de si généreux, qu'il craignait de le gâcher par une enquête officielle. Non, pas pour l'instant, monsieur. Je dois vous rappeler que nous avons des protocoles de sécurité très stricts. Aucun employé ne devrait pénétrer dans votre bureau en votre absence sans autorisation préalable. Elle ne m'a rien volé, Madame Rousseau. Elle m'a apporté un café. Justement, c'est très inhabituel. Que cherche-t-elle? Étienne regarda à nouveau le petit message. L'écriture était la même que la veille, cette calligraphie soignée qui témoignait d'une éducation attentive malgré la simplicité du papier. Peut-être ne cherche-t-elle rien du tout. De Monsieur Delacroix, avec tout le respect que je vous dois, personne ne fait quelque chose pour rien dans ce monde, surtout pas envers vous. La remarque de sa secrétaire était juste, et c'est ce qui troublait le plus Étienne. Dans son univers, chaque geste avait un prix, chaque attention cachait une arrière-pensée. Les gens étaient gentils avec lui parce qu'ils voulaient quelque chose, un contrat, une promotion, une recommandation, une invitation. Même Hélène Moncler, malgré sa fortune personnelle, voyait en lui un moyen d'accéder à un statut social encore plus élevé. Mais cette femme, que pouvait-elle bien attendre de lui? Elle travaillait de nuit, dans l'ombre, sans chercher à se faire remarquer. Si elle avait voulu quelque chose, elle aurait trouvé un moyen plus direct de l'approcher. Laissez-moi gérer cette situation, Madame Rousseau. Comme vous voudrez, monsieur, mais je maintiens ma vigilance. Une fois seul, Étienne reprit la vidéo là où il l'avait interrompue. Il regarda la jeune femme entrer dans son bureau avec précaution, déposer le plateau sur la table, puis sortir un petit carnet de sa poche pour y écrire le message. Elle prenait son temps, traçant chaque lettre avec application, comme si ces quelques mots avaient une importance particulière. Avant de repartir, elle avait jeté un coup d'œil autour du bureau, et son regard s'était attardé sur la photo posée sur la bibliothèque. Une photo de lui, enfant avec ses parents, prise lors d'un voyage en Normandie. La seule image personnelle qu'il gardait dans cet espace professionnel. Quelque chose dans son expression à ce moment-là avait changé. Une douceur mélancolique avait traversé son visage, comme si cette photo lui rappelait quelque chose de précieux et de lointain. Étienne ferma la vidéo et glissa le nouveau message dans le tiroir, à côté du premier. Demain matin, il serait là encore plus tôt. Il voulait comprendre qui était cette femme qui brisait la routine implacable de ses journées avec ses petites attentions inexplicables. Et surtout, il voulait savoir pourquoi, pour la première fois depuis des années, il avait hâte de se réveiller. Étienne arriva au bureau à 6h30 le lendemain matin. L'immeuble baignait encore dans la pénombre de l'aube parisienne et seuls les néons des couloirs éclairaient faiblement les espaces déserts. Il monta directement au 21e étage, le cœur battant d'une anticipation qu'il n'arrivait pas à s'expliquer. Il se posta près de l'ascenseur, dans l'angle mort des caméras de surveillance, et attendit. 6h45, 6h50, rien. Peut-être s'était-il trompé sur l'horaire, ou peut-être cette mystérieuse bienfaitrice avait-elle changé sa routine. Puis, à 6h52 exactement, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un tintement discret. Elle apparut, tenant son plateau avec la même assurance que dans la vidéo. De près, elle était plus jeune qu'il ne l'avait pensé. 23, 24 ans tout au plus. Ses cheveux châtains échappaient légèrement de son chignon, encadrant un visage aux traits fins et expressifs. Elle portait l'uniforme bleu marine de l'équipe de nettoyage, mais quelque chose dans sa démarche lui donnait une élégance naturelle que ne possédaient pas ses collègues. Quand elle le vit, elle s'immobilisa net, ses grands yeux sombres s'écarquillant de surprise. Le plateau vacilla légèrement dans ses mains. « Monsieur Delacroix, je ne savais pas que vous arriviez si tôt. Je suis désolé, je ne voulais pas vous déranger. » Sa voix était douce, avec un léger accent qui trahissait des origines modestes.
Un accent de banlieue, probablement, soigneusement atténué, mais encore perceptible. « Vous ne me dérangez pas, » dit Étienne en s'approchant lentement. « Au contraire, j'espérais vous rencontrer. » Elle recula d'un pas, visiblement mal à l'aise. « Je peux repasser plus tard, monsieur, quand vous ne serez plus là. »« Non, attendez. » Il tendit la main vers le plateau qu'elle serrait contre elle comme un bouclier. « Comment vous appelez-vous ?»« Claire, monsieur. Claire Moreau. »« Claire, c'est vous qui me préparez ce café depuis 3 jours ?» Elle acquiesça timidement, le rouge montant à ses joues. « Je sais que je n'aurais pas dû entrer dans votre bureau sans permission, mais quand j'ai commencé à travailler ici, j'ai remarqué que vous arriviez toujours très tôt et que vous n'aviez jamais rien à boire. Alors j'ai pensé... » « Vous avez pensé quoi ? » « Que tout le monde mérite de commencer sa journée avec quelque chose de réconfortant. » Cette simplicité désarma complètement Étienne. Pas de flatterie, pas de sous-entendu, juste une générosité spontanée qu'il n'avait pas rencontrée depuis des années. « Où avez-vous appris à préparer le café comme ça ?»« Ma grand-mère avait un petit café à Bagnolet. Elle m'a montré tous les secrets. La mouture, la température de l'eau, le temps d'infusion. Elle disait que le café, c'est comme l'amitié. Ça ne se rate que si on n'y met pas assez d'attention. » Bagnolet. Une banlieue populaire à l'est de Paris, à des années-lumière de l'univers feutré des beaux quartiers. Étienne essaya d'imaginer cette jeune femme grandir dans ce décor si différent du sien, apprenant l'art du café auprès d'une grand-mère bienveillante. Et les messages? Claire baissa les yeux, l'air encore plus embarrassé. « C'est idiot, je sais, mais vous aviez toujours l'air si fatigué quand je vous croisais dans les couloirs. Pas physiquement, mais comme si vous portiez un poids invisible. Alors j'ai pensé que quelques mots d'encouragement ne feraient pas de mal. » Étienne la regarda fixement. Cette fille de 23 ans venait de décrire en quelques mots ce qu'il ressentait depuis des mois, sans réussir à le formuler. Ce poids invisible, cette fatigue de l'âme que masquait sa réussite apparente. « Vous me croisez souvent dans les couloirs ? Je travaille de nuit, de 22h à 6h. Mais parfois vous restez très tard, ou vous arrivez très tôt. Alors nos horaires se chevauchent. Et vous m'observez ?» La question était sortie plus brutalement qu'il ne l'avait voulu. Claire pâlit et recula encore. « Non, enfin, pas comme ça. C'est juste que, quand on travaille dans l'ombre, on remarque les gens qui sont dans la lumière. Et vous êtes toujours seul. » Cette observation le toucha plus qu'il ne voulait l'admettre. Seul. Oui, c'était exactement cela. Entouré de centaines d'employés, de dizaines d'associés, de cercles mondains entiers, mais fondamentalement seul. « Pourquoi faites-vous ça, Claire ? Qu'est-ce que vous voulez de moi ?» Elle le regarda droit dans les yeux pour la première fois depuis le début de leur conversation. Il y lut une sincérité qui le bouleversa. « Rien, monsieur Delacroix, je ne veux rien de vous. C'est juste que... Ma grand-mère disait toujours qu'on ne sait jamais à quel point un petit geste peut changer la journée de quelqu'un. Alors, j'essaie de faire ma part. » Un long silence s'installa entre eux. Étienne sentait ses certitudes vaciller. Dans son monde, personne ne faisait jamais rien sans attendre quelque chose en retour. Cette générosité désintéressée était si rare qu'elle en devenait presque suspecte. « Votre grand-mère, elle est toujours vivante ? » « Non. Elle est morte l'année dernière. Cancer. » La douleur qui traversa son regard fut si brève et si intense qu'Étienne en eut le souffle coupé. Il comprit soudain pourquoi elle avait regardé sa photo de famille avec cette mélancolie. Elle aussi avait perdu quelqu'un d'important. « Je suis désolé. Elle me manque beaucoup. Mais elle m'a appris à regarder vers l'avant, à trouver du sens dans les petites choses, comme préparer un bon café pour quelqu'un qui semble en avoir besoin. » Claire se dirigea vers son bureau et déposa délicatement le plateau à sa place habituelle. Aujourd'hui, le message disait « La gentillesse est un langage que les sourds peuvent entendre et que les aveugles peuvent voir. Passez une merveilleuse journée, monsieur Delacroix. »« Mark Twain, » dit Étienne en lisant. « Vous connaissez ? J'ai fait des études de littérature avant de reprendre l'entreprise familiale. »« Ah, moi, j'ai dû arrêter les miennes après le bac. Il fallait que je travaille. » Cette révélation créa un nouveau silence, chargé de tout ce qui les séparait. Elle, obligée d'abandonner ses rêves par nécessité économique. Lui, héritier d'un empire qu'il n'avait jamais vraiment désiré. « Il faut que j'y aille. »
dit Claire en rangeant son matériel. Mon service se termine dans quelques minutes. Claire, elle se retourna sur le seuil du bureau. Merci pour le café et pour le reste. Un sourire illumina son visage, transformant complètement ses traits. Un sourire d'une beauté si naturelle qu'Étienne en resta interdit. De rien, monsieur Delacroix. À demain, à demain. Elle disparut dans l'ascenseur, le laissant seul avec le parfum de son café et une sensation étrange au creux de l'estomac. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un avait réussi à percer sa carapace sans même essayer. Les semaines qui suivirent prirent une routine particulière. Chaque matin, Étienne arrivait au bureau à 6h30 et Claire l'attendait avec son café et son message du jour. Leur conversation restait brève. Elle devait terminer son service, lui devait préparer sa journée, mais ces quelques minutes étaient devenues le moment le plus précieux de ses journées. Il apprit qu'elle étudiait la littérature par correspondance, le soir après son travail, qu'elle vivait dans un petit appartement qu'elle partageait avec sa sœur cadette, Amélie, qu'elle économisait chaque euro pour reprendre ses études à plein temps l'année suivante. Elle, de son côté, découvrait qu'il citait Baudelaire de mémoire, qu'il avait lu tout Proust pendant ses années d'internat, et que derrière le masque du dirigeant impeccable se cachait une âme plus tourmentée qu'elle ne l'avait imaginé. Mais ce matin-là, quelque chose avait changé dans l'atmosphère de l'immeuble. Étienne le remarqua dès son arrivée. Des regards en coin, des conversations qui s'interrompaient sur son passage, des sourires trop appuyés de la part de ses collaborateurs. L'air était chargé de cette électricité particulière qui accompagne les ragots de bureau. Quand Claire sortit de l'ascenseur, elle aussi sembla percevoir cette tension. Elle avançait plus lentement que d'habitude, le regard inquiet. « Bonjour, monsieur Delacroix », dit-elle en déposant le plateau sur son bureau avec une précaution extrême. « Bonjour, Claire. Tout va bien ?»« Oui, bien sûr. Pourquoi cette question ?» Mais son sourire habituel était absent, remplacé par une expression préoccupée qui ne lui échappa pas. « Claire, que se passe-t-il ?» Elle hésita, tripotant nerveusement l'ourlet de sa veste d'uniforme. « Hier soir, pendant mon service, j'ai entendu des employés parler. De vous, de nous. » Le cœur d'Étienne se serra. Il avait redouté ce moment depuis le début de leur rencontre matinale. Qu'ont-ils dit ? Il se demandait pourquoi vous me parliez. Certains pensent que nous avons une relation particulière. Elle rougit violemment en prononçant ces derniers mots. Et qu'est-ce que cela vous fait ? J'ai peur, monsieur Delacroix. Peur de vous causer des ennuis. Peur de perdre mon travail. Cette place, j'en ai besoin. Ma sœur compte sur moi pour ses études. Étienne sentit une colère sourde monter en lui. Non pas contre Claire, mais contre ce système qui permettait aux gens de juger et de détruire par leur médisance. Il connaissait ces mécanismes par cœur, les rumeurs qui naissaient de rien et finissaient par prendre des proportions démesurées. « Personne ne vous fera perdre votre travail, Claire, je vous en donne ma parole. Vous ne comprenez pas. Dans mon milieu, on ne peut pas se permettre d'avoir une réputation douteuse. Si on dit que j'ai des arrangements avec le patron, plus personne ne me fera confiance. » La façon dont elle avait dit « arrangement » lui brisa le cœur, comme si leur conversation matinale, ces moments de pure humanité qu'ils partageaient, pouvaient être réduites à quelque chose de sordide. « Et si nous arrêtions de nous voir le matin ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. « Non. » La fermeté de sa propre réponse le surprit. « Non, » répéta-t-il plus doucement. « Ces moments sont trop importants pour moi. »« Ah, mais monsieur Delacroix, Étienne, appelez-moi Étienne. » Elle le regarda avec stupéfaction. « Je ne peux pas. Ce ne serait pas convenable. » « Convenable selon qui ? Selon les mêmes personnes qui passent leur temps à colporter des ragots sur des gens qu'elles ne connaissent même pas ?» Claire baissa les yeux. Il voyait qu'elle était tiraillée entre son instinct naturel de bienveillance et la pression sociale qui pesait sur elle. « Je ne veux pas vous faire de mal, » murmura-t-elle. « Vous ne me faites pas de mal, Claire. Vous êtes la seule chose authentique dans ma vie depuis des années. » Ces mots franchirent ses lèvres avant qu'il ait pu les retenir. Claire leva vers lui des yeux emplis de confusion et d'émotion. « Je ne comprends pas. Vous avez tout. Vous êtes riche, respecté. Vous fréquentez des gens importants. Et pourtant,
Je n'ai jamais été aussi seul de ma vie. Un silence lourd s'installa entre eux. Étienne réalisa qu'il venait de franchir une ligne invisible, qu'il avait révélé plus de lui-même qu'il ne l'avait fait en des années. « Votre monde et le mien sont si différents, » dit Claire finalement. « Peut-être, mais quand vous me préparez ce café, quand vous écrivez ces petits mots d'encouragement, ces différences disparaissent. Il n'y a plus qu'une personne qui prend soin d'une autre personne. C'est tout. » Elle le regarda longuement, comme si elle essayait de déchiffrer quelque chose dans son expression. « Les gens vont continuer à parler. Laissons-les parler. Et votre réputation ?» Étienne eut un rire amer. « Ma réputation? Vous savez ce qu'on dit de moi dans les couloirs? Que je suis froid, inaccessible, probablement incapable d'aimer. Certains murmurent même que je suis homosexuel parce que je ne me suis jamais marié et que je refuse tous les rendez-vous galants qu'on m'organise. » Cette révélation sembla la choquer. « Ça vous dérange, ces rumeurs? Pas parce qu'elles sont fausses, parce qu'elles masquent la vérité. La vérité, c'est que j'ai peur, Claire. Peur de me laisser aller, peur de faire confiance. Peur d'être déçu encore une fois. » « Encore une fois ?» Il hésita. Jamais il n'avait parlé de Sophie à personne, pas même à ses parents. Mais quelque chose dans le regard de Claire l'encourageait à continuer. « J'ai perdu quelqu'un d'important quand j'étais jeune. Quelqu'un que j'aimais plus que ma propre vie. Depuis, je me suis construit une carapace. Mais avec vous, cette carapace se fissure. » Claire tendit instinctivement la main vers lui, puis la retira, rappelée à la réalité par leur différence de statut. « Je suis désolé, je ne savais pas. » « Comment auriez-vous pu savoir? Personne ne sait. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Étienne la regarda droit dans les yeux. « On continue, malgré les murmures, malgré les regards. Parce que ce que nous partageons est trop précieux pour être sacrifié aux convenances. » Claire acquiesça lentement, un sourire fragile éclairant son visage. « Dans ce cas, votre café va refroidir, monsieur Étienne. » En entendant son prénom dans sa bouche, Étienne sentit quelque chose de chaud et de doux s'épanouir dans sa poitrine, quelque chose qu'il n'avait plus ressenti depuis très longtemps, de l'espoir. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires incroyables et commentez de quelle ville et de quel pays vous nous regardez. 3 semaines s'écoulèrent dans cette nouvelle intimité fragile. Étienne et Claire avaient appris à naviguer entre les regards curieux et les murmures feutrés. Leur conversation matinale s'enrichissait peu à peu, passant des politesses convenues aux confidences personnelles. Il lui parlait de ses lectures, elle partageait ses réflexions sur ses cours par correspondance, il évoquait le poids des responsabilités familiales, elle racontait ses projets d'avenir avec une détermination qui l'émerveillait. Mais ce jeudi soir, le destin décida de bousculer leur routine soigneusement orchestrée. Étienne venait de terminer une réunion particulièrement longue avec les investisseurs japonais. Il était près de 22 heures quand il quitta enfin la salle de conférence, épuisé par des heures de négociations tendues. L'immeuble était plongé dans cette quiétude particulière des bureaux déserts, éclairés seulement par les néons de sécurité. Il se dirigeait vers l'ascenseur quand les portes s'ouvrirent, révélant Claire en tenue de travail, un chariot de produits d'entretien à ses côtés. Elle sursauta en le voyant, une expression de surprise mêlée d'embarras traversant son visage. « Monsieur Delacroix, je ne pensais pas que vous étiez encore là. Réunion tardive, dit-il en pénétrant dans l'ascenseur. Je peux monter avec vous? Bien sûr. » Un silence étrange s'installa entre eux. Se retrouver ainsi, dans l'espace confiné de l'ascenseur, en dehors de leur rituel matinal, créait une intimité différente, plus troublante. Claire appuya sur le bouton du 15e étage, lui sur celui du 21e. « Comment se passe votre service ?» demanda-t-il pour rompre le silence. « Bien. C'est plus calme la nuit. Moins de complications. » Elle avait dit cela en évitant son regard, et il comprit qu'elle faisait allusion aux rumeurs qui continuaient de circuler malgré leurs précautions. « Claire, regardez-moi. » Elle leva timidement les yeux vers lui. Dans la lumière tamisée de l'ascenseur, son visage paraissait plus délicat encore, presque éthéré. « Est-ce que vous regrettez nos conversations ? » ?»« Non, non, jamais. C'est juste que... Parfois j'ai l'impression de vivre dans 2 mondes différents, le matin avec vous et le reste du temps avec la réalité. » « La réalité ?»
Ma vraie vie, mon appartement à Bagnolet, mes factures qui s'accumulent, ma sœur qui rêve de faire médecine, mais qui devra peut-être se contenter d'un BTS si je n'arrive pas à économiser assez. Sa voix se brisa légèrement sur ces derniers mots. Étienne sentit son cœur se serrer devant tant de vulnérabilité. Vous n'avez jamais pensé à demander de l'aide. À qui? Et pour dire quoi? Que j'ai besoin d'argent? Vous savez combien de personnes me diraient qu'il suffit d'être gentil avec le bon patron pour résoudre tous mes problèmes. L'amertume dans sa voix le surprit. Il réalisa soudain à quel point leur différence de statut pesait sur elle, bien plus qu'il ne l'avait imaginé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais. Mais c'est comme ça que les gens interprètent les choses. Vous le savez aussi bien que moi. L'ascenseur s'arrêta au 15e étage, mais ni l'un ni l'autre ne bougea. Claire fixait les portes fermées comme si elle rassemblait son courage pour quelque chose. « Étienne? Oui? Pourquoi moi? Pourquoi avoir choisi de me parler, de vous confier? Il y a tellement de femmes dans votre entourage qui seraient quoi? Mieux assorties à mon niveau social? Plus cultivées? Plus riches? Plus adaptées à votre monde ?» Il se tourna complètement vers elle, cherchant ses mots. « Vous voulez savoir pourquoi vous? Parce que quand vous me regardez, je ne vois pas de calcul dans vos yeux. Pas d'arrière-pensée, pas de stratégie, juste une bonté naturelle qui me désarme complètement, parce que vous êtes la première personne depuis des années à me traiter comme un être humain, plutôt que comme un portefeuille ambulant. Mais vous ne me connaissez pas vraiment, vous idéalisez peut-être. Je sais que vous travaillez 60 heures par semaine pour payer les études de votre sœur. Je sais que vous lisez Marguerite Duras entre 2 cours par correspondance. Je sais que vous pleurez encore votre grand-mère, mais que vous n'en parlez jamais pour ne pas inquiéter Amélie. Je sais que vous rêvez d'enseigner la littérature, mais que vous n'osez pas l'avouer parce que ça vous paraît trop ambitieux. Claire le regarda avec stupéfaction. Comment savez-vous tout ça? Parce que je vous écoute, Claire, vraiment. Chaque mot que vous prononcez, chaque silence, chaque expression qui traverse votre visage. Vous n'imaginez pas à quel point c'est rare dans mon univers. Un trouble profond se lisait maintenant dans ses yeux sombres. Étienne, nous sommes en train de nous engager sur un terrain dangereux. Je sais, les gens vont dire qu'ils disent ce qu'ils veulent. Non, vous ne comprenez pas. Pour vous, les rumeurs sont désagréables. Pour moi, elles peuvent détruire ma vie. Si on me renvoie d'ici, qui voudra embaucher une femme de ménage qui a eu une liaison avec son patron? Il n'y a pas de liaison, Claire. Pas encore. Ces 2 mots flottèrent entre eux comme un aveu. Claire porta la main à sa bouche, réalisant ce qu'elle venait de dire. Je ne voulais pas... Si, vous vouliez le dire. Et moi, j'avais besoin de l'entendre. Il s'approcha d'elle lentement, lui laissant le temps de reculer si elle le souhaitait. Mais elle resta immobile, le souffle court, les yeux rivés aux siens. « Claire, murmura-t-il, est-ce que vous ressentez la même chose que moi ? Je ne sais pas ce que vous ressentez. J'ai l'impression que quelque chose en moi se réveille après des années de sommeil. Quelque chose que je croyais mort et enterré. Et qu'est-ce que c'est? L'envie d'être heureux. » Il tendit la main vers son visage, effleura sa joue du bout des doigts. Elle ferma les yeux et s'appuya imperceptiblement contre sa paume. « Étienne, je sais que c'est compliqué. Je sais que nous venons de 2 mondes différents. Mais je ne peux plus faire semblant que vous ne comptez pas pour moi. » Elle rouvrit les yeux et il y eut un mélange de désir et de terreur qui lui serra le cœur. « Qu'est-ce qu'on fait ?» chuchota-t-elle. « On prend notre temps, on apprend à se connaître vraiment. Et on voit où cela nous mène. Et si ça nous mène nulle part, alors au moins nous aurons essayé. » Claire appuya sur le bouton d'ouverture des portes. Avant de sortir avec son chariot, elle se retourna vers lui. « Demain matin ?» « Demain matin !» Mais ils savaient tous les deux que quelque chose venait de changer irréversiblement entre eux. La ligne fragile qu'ils avaient maintenue pendant des semaines venait d'être franchie, et il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Le lendemain matin, Claire ne vint pas. Étienne attendit jusqu'à 7h30, le cœur battant, scrutant l'ascenseur à chaque tintement. Quand Madame Rousseau arriva, elle le trouva assis à son bureau, fixant l'endroit où aurait dû se trouver sa tasse de café quotidienne. « Votre mystérieuse bienfaitrice vous a fait faux bond ?» demanda-t-elle avec un sourire qui se voulait innocent. « Apparemment. »
Peut-être a-t-elle enfin compris que ses familiarités n'étaient pas appropriées. Étienne lui lança un regard si glacial qu'elle recula d'un pas. « Madame Rousseau, je vous interdis de parler de mademoiselle Moreau sur ce ton. »« Mademoiselle Moreau ? Ainsi, vous connaissez son nom maintenant. Sortez de mon bureau. Monsieur Delacroix, je me permets de vous rappeler que... » « Sortez !» Sa secrétaire battit en retraite, mais pas avant qu'il ait aperçu une lueur de satisfaction dans ses yeux. Elle avait obtenu la confirmation de ce qu'elle soupçonnait depuis des semaines. Étienne passa la journée dans un état de nervosité inhabituel. Il multiplia les erreurs en réunion, signa des documents sans les lire et renvoya ses collaborateurs avec une brusquerie qui fit jaser dans tout l'immeuble. À 17 heures, n'y tenant plus, il descendit au service des ressources humaines. « Je voudrais consulter le dossier de Claire Moreau, équipe de nettoyage nocturne. » La responsable RH, Madame Dupont, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux gris acier, le regarda avec surprise. « Puis-je savoir pourquoi, monsieur le directeur ?»« Cela me regarde. »« Bien sûr, monsieur. Un instant. » Elle revint quelques minutes plus tard avec un dossier étonnamment mince. Voilà. Claire Moreau, 23 ans, embauchée il y a 6 mois. Aucun incident à signaler. Très appréciée de ses collègues et de sa responsable d'équipe. Étienne parcourut rapidement les informations. Adresse à Bagnolet, situation familiale, sœur à charge, études interrompues après le baccalauréat. Rien qu'il ne sache déjà. Mais en bas de la fiche, une annotation récente attira son attention. Qu'est-ce que c'est que ça? Sous surveillance administrative? Madame Dupont ajusta ses lunettes et examina la note. Oh, cela! Il y a eu des commentaires sur ses relations avec la hiérarchie. Nous devons nous assurer qu'il n'y a pas de comportement inapproprié. Quel genre de commentaires? Eh bien, plusieurs employés ont signalé qu'elle accédait régulièrement au 21e étage sans raison professionnelle valable. Et puis, il y a eu cette histoire de café. Étienne sentit la colère monter en lui. Cette histoire de café, apparemment, elle prépare du café pour certains membres de la direction. Nous devons nous assurer qu'il n'y a pas de arrangement particulier. Le mot « arrangement » résonna dans sa tête comme un écho des craintes de Claire la veille. Il comprit soudain pourquoi elle n'était pas venue ce matin. Qui a fait ces signalements? Je ne peux pas révéler cette information, monsieur. Madame Dupont, je vous rappelle que je suis le directeur général de cette entreprise. Elle hésita, visiblement mal à l'aise. Plusieurs personnes, mais principalement Madame Rousseau et Monsieur Bertrand du service comptable. Jean-Claude Bertrand, un homme d'une 40aine d'années qui lorgnait depuis des mois sur le poste de directeur financier. Un ambitieux sans scrupules qui n'hésitait jamais à écraser les autres pour gravir l'échelle sociale. Et quelles sont les conséquences de cette surveillance? Mademoiselle Moreau a été convoquée hier soir par sa responsable. Elle risque un avertissement, voire un licenciement si les faits sont avérés. Étienne ferma le dossier d'un geste sec. Il n'y aura ni avertissement ni licenciement. Annulez cette surveillance immédiatement. Mais monsieur, immédiatement, Madame Dupont. Une fois seul dans son bureau, Étienne contempla Paris qui s'étendait sous ses fenêtres. La colère qui bouillonnait en lui n'était pas seulement dirigée contre Madame Rousseau ou Bertrand. Elle était dirigée contre lui-même, contre sa naïveté d'avoir cru qu'il pourrait vivre leur histoire à l'abri des regards malveillants. Il repensa à Claire, à sa peur de perdre son travail, à cette vulnérabilité qu'elle portait comme un fardeau. Et soudain, une image s'imposa à lui avec une netteté douloureuse. Sophie, 10 ans plus tôt, dans sa robe blanche tachée de sang sur l'asphalte mouillé. Sophie Mercier, fille d'ouvrier, étudiante en art dramatique, qui rêvait de jouer Phèdre à la Comédie Française. Sophie qu'il avait rencontrée lors d'une représentation amateur et dont il était tombé éperdument amoureux. Sophie que ses parents avaient rejetée parce qu'elle n'était pas de leur milieu. Sophie qui était partie à moto sous la pluie après leur dernière dispute et qui n'était jamais arrivée chez elle. L'accident avait été bête, stupide, injuste. Un camion qui avait grillé un feu rouge, une chaussée glissante, une seconde d'inattention. Mais Étienne savait que si elle n'était pas partie en colère, si ses parents avaient accepté leur relation,
Si lui-même avait eu le courage de défier les conventions familiales, Sophie serait peut-être encore vivante. Depuis 10 ans, il s'était juré de ne plus jamais aimer quelqu'un qui ne faisait pas partie de son monde. C'était plus sûr, plus simple, moins douloureux. Il avait construit sa vie sur ce principe, acceptant la solitude comme le prix de la tranquillité. Mais Claire avait tout changé. Claire avec ses grands yeux sombres et sa générosité naturelle. Claire qui lui rappelait douloureusement Sophie, sans être Sophie. Claire qu'il était en train de mettre en danger exactement comme il avait mis Sophie en danger des années plus tôt. Il prit son téléphone et composa le numéro des ressources humaines. « Madame Dupont, Étienne Delacroix, je voudrais l'adresse personnelle de Claire Moreau. Monsieur, je ne peux pas... Madame Dupont, donnez-moi cette adresse où je vous remplace dès demain matin. » Un silence, puis 47 rue des Lilas, Bagnolet, appartement 3B. Étienne raccrocha et regarda l'heure. 20 heures. Claire devait être chez elle, peut-être en train d'étudier, peut-être en train de s'inquiéter pour son avenir professionnel, peut-être en train de regretter leur conversation de la veille. Il attrapa sa veste et se dirigea vers l'ascenseur. Pour la première fois de sa vie, Étienne Delacroix, PDG de Delacroix Innovateur, héritier d'une fortune familiale, allait prendre le métro jusqu'en banlieue pour retrouver une femme qu'il aimait. Et cette fois, il ne laisserait personne les séparer. Étienne n'avait pas pris le métro depuis ses années d'études. L'univers souterrain de Paris lui sembla étrangement familier et totalement étranger à la fois. Les couloirs carrelés, l'odeur de renfermé, la foule pressée qui l'ignorait complètement, pour la première fois depuis des années, il était juste un homme parmi d'autres. Le trajet jusqu'à Bagnolet lui parut interminable. Dans la rame bondée de la ligne 3, coincé entre un ouvrier qui sentait la sueur et une étudiante plongée dans son livre, il repensait aux mots de Claire. « Mon monde et le vôtre sont si différents. » Ce soir, pour la première fois, il mesurait vraiment l'étendue de cette différence. La station Gallieni Park de Bagnolet le dépaysa totalement. Rien à voir avec l'élégance feutrée du 16e arrondissement ou l'animation bourgeoise de Saint-Germain. Ici, les immeubles de béton côtoyaient de petites maisons ouvrières. Les commerces de proximité affichaient leurs prix en grosses lettres colorées. Et la vie semblait plus directe, moins policée. Le 47 rue des Lilas était un petit immeuble des années 60, propre mais fatigué. Étienne chercha la sonnette 3B et appuya, le cœur battant. Une voix grésilla dans l'interphone. « Oui, Claire, c'est Étienne. » Un long silence, puis « Étienne, qu'est-ce que vous faites là? Il faut que je vous parle. Pouvez-vous descendre? Donnez-moi 2 minutes. » Elle apparut dans le hall d'entrée vêtue d'un jean délavé et d'un pull bleu marine qui soulignait ses yeux. Ses cheveux étaient détachés, tombant librement sur ses épaules. Sans son uniforme de travail, elle paraissait encore plus jeune, plus fragile aussi. « Comment avez-vous eu mon adresse? »« Peu importe. Claire, pourquoi n'êtes-vous pas venue ce matin ?» Elle détourna le regard, visiblement embarrassée. « Vous savez pourquoi? À cause de la surveillance administrative ?» Elle sursauta. « Vous êtes au courant? J'ai annulé la procédure. Il n'y aura pas de sanction. » « Ce n'est pas si simple, Étienne. Ma responsable m'a dit que plusieurs personnes s'étaient plaintes, que ma conduite était peu professionnelle, que je donnais une mauvaise image de l'équipe. Votre conduite? Vous apportez un café le matin? Vous connaissez la vraie raison? Non, je ne la connais pas. Expliquez-moi. » Claire regarda autour d'elle comme si elle craignait d'être entendue. « Pas ici. Suivez-moi. » Elle l'emmena vers un petit square nearby, désert à 7 heures. Ils s'assirent sur un banc sous un réverbère qui projetait une lumière douce sur les feuilles mortes. « Étienne, vous ne pouvez pas débarquer comme ça dans ma vie et tout bouleverser. Je ne veux rien bouleverser. Je veux juste... » « Quoi? Que voulez-vous exactement ?» La question le prit au dépourvu. Que voulait-il au juste? Il n'en était plus très sûr lui-même. « Je veux vous connaître davantage. Je veux comprendre qui vous êtes vraiment. Je veux... Vous voulez jouer avec moi comme les riches jouent avec les pauvres? Une petite aventure exotique avant de retourner dans votre monde doré ?» La violence de l'accusation le gifla. « Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Parce que c'est ce que tout le monde pense. Vous croyez que je ne vois pas les regards, les sourires entendus?
Même ma propre équipe commence à me regarder bizarrement. Hier soir, Sylvie, ma collègue, m'a demandé si c'était vrai que je fréquentais le patron. Et qu'avez-vous répondu? Que c'était des bêtises. Mais elle ne m'a pas cru, personne ne me croit. Étienne sentit la même impuissance qu'il avait ressentie 10 ans plus tôt avec Sophie. Cette impossibilité de protéger celle qu'il aimait des ragots et des préjugés. Claire, écoutez-moi, je sais que c'est compliqué, je sais que nos situations sont différentes, mais ce que je ressens pour vous n'a rien à voir avec votre travail ou votre statut social. Qu'est-ce que vous ressentez pour moi, Étienne? La question était directe, sans détour, typique de sa personnalité. Il la regarda droit dans les yeux. « Je suis amoureux de vous ». Les mots étaient sortis plus simplement qu'il ne l'avait imaginé. Claire ferma les yeux, comme si elle avait reçu un coup. « Non, non, vous ne pouvez pas dire ça. Pourquoi? Parce que ça complique tout. Parce que je ne sais pas quoi faire de ces mots. Parce que moi aussi... » Elle s'interrompit, la main sur la bouche. « Vous aussi, quoi? Moi aussi, je ressens quelque chose. Mais ce n'est pas possible, Étienne. Nous ne vivons pas dans un conte de fées. » Il s'approcha d'elle sur le banc. « Et si nous essayions quand même? Pour finir, comment? Vous vous lasserez de moi ou vos parents vous feront comprendre que cette liaison nuit à votre image ou je deviendrai un boulet dans votre carrière? Mes parents n'ont rien à dire sur ma vie privée. » « Vraiment? Et cette Hélène Moncler dont vous parlez parfois au téléphone, elle n'existe pas ?» Étienne resta muet. Claire avait visiblement surpris quelques-unes de ses conversations professionnelles pendant ses rondes nocturnes. « Je vois, » dit-elle amèrement, « elle existe bel et bien. Hélène n'est rien pour moi. C'est un choix de ma mère, pas le mien. Mais vous ne l'avez jamais éconduite officiellement. » « Non. » « Pourquoi ? Parce que jusqu'à récemment, peu m'importait qui je pourrais épouser. J'avais renoncé à l'amour. Et maintenant ? Maintenant, j'ai rencontré une femme qui prépare le meilleur café de Paris et qui écrit des mots d'encouragement à un homme qu'elle connaît à peine. Une femme qui travaille 60 heures par semaine pour payer les études de sa sœur. Une femme qui lit Marguerite Duras entre 2 cours de nettoyage et qui rêve d'enseigner la littérature. Arrêtez. Une femme qui me regarde comme si j'étais simplement Étienne, pas le PDG de Delacroix Innovateur. Une femme qui m'a rendu l'envie d'être heureux. Des larmes brillaient dans les yeux de Claire. Vous ne savez pas ce que vous dites. Je sais exactement ce que je dis. Je vous aime, Claire, et je suis venu jusqu'ici pour vous le dire. Et après? Qu'est-ce qui se passe après cette déclaration romantique? Après, nous apprenons à nous connaître vraiment. Nous sortons ensemble, nous parlons... Nous découvrons si ce que nous ressentons peut devenir quelque chose de durable. Et mon travail? Votre travail sera protégé, je vous en donne ma parole. Et quand vos amis découvriront que vous sortez avec une femme de ménage? Mes amis n'ont pas leur mot à dire. Et quand votre mère apprendra que vous préférez une petite de banlieue à Hélène Moncler? Ma mère devra s'y faire. Claire se leva brusquement. Vous vivez dans un rêve, Étienne. Vous croyez que l'amour suffit à franchir tous les obstacles, mais la réalité finira par nous rattraper. Et c'est moi qui paierai le prix fort. Claire, attendez. Mais elle s'éloignait déjà vers son immeuble. Avant de disparaître dans le hall d'entrée, elle se retourna une dernière fois. Retournez dans votre monde, Étienne, et laissez-moi dans le mien. La porte claqua, le laissant seul sous le réverbère avec ses déclarations d'amour et ses promesses qu'elle n'avait pas voulu entendre. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires incroyables et commentez de quelle ville et de quel pays vous nous regardez. Les semaines qui suivirent furent les plus difficiles que connut Étienne depuis la mort de Sophie. Claire avait disparu de sa vie aussi soudainement qu'elle y était entrée. Plus de café matinal, plus de petits mots encourageants, plus de sourires timides dans les couloirs. Il avait appris par Madame Dupont qu'elle avait demandé à changer d'étage d'affectation et travaillait désormais aux niveaux inférieurs, loin de son bureau. Étienne se surprenait à scruter chaque visage féminin qu'il croisait dans l'immeuble, espérant apercevoir sa silhouette familière. Il arrivait de plus en plus tôt au bureau, non plus dans l'espoir de la voir, mais pour fuir l'insomnie qui le tenaillait depuis leur conversation à Bagnolet. Le pire était ce sentiment d'injustice qui l'habitait. Pour la première fois depuis des années, il avait eu le courage d'avouer ses sentiments, de sortir de sa carapace, et la société qu'il dirigeait s'était empressée de punir celle qu'il aimait.
Les rumeurs continuaient de circuler, amplifiées par l'absence même de Claire. Madame Rousseau prenait un malin plaisir à lui transmettre les derniers ragots. Apparemment, la liaison s'était mal terminée, et c'est pour cela que la jeune femme avait été reléguée aux étages inférieurs. Les employés se demandent si vous allez reprendre vos rendez-vous avec mademoiselle Montclair, dit-elle un matin en déposant son courrier sur son bureau. Mes rendez-vous avec mademoiselle Montclair? Eh bien, maintenant que cette passade est terminée, votre mère espère sans doute que vous reviendrez à des fréquentations plus appropriées. Étienne leva les yeux de ses dossiers et fixa sa secrétaire avec une froideur glaciale. « Madame Rousseau, vous êtes renvoyée. »« Pardon ? Vous m'avez parfaitement entendu. Vous avez jusqu'à la fin de la semaine pour vider votre bureau. Les ressources humaines vous communiqueront les modalités de votre départ. »« Mais, monsieur Delacroix, qu'est-ce qui vous prend? Qu'ai-je fait? Vous le savez très bien. Si c'est à cause de cette fille, sortez de mon bureau. Immédiatement. » Une fois seul, Étienne contempla les toits de Paris à travers ses baies vitrées. Renvoyer madame Rousseau ne lui rendrait pas clair, mais au moins cela envoyait un message clair à tous ceux qui se permettaient de commenter sa vie privée. Son téléphone sonna. Sa mère. « Étienne, j'ai appris par Hélène que tu avais annulé votre dîner de ce soir. Que se passe-t-il? »« J'ai du travail, maman. »« Tu as toujours du travail. » Mais Hélène compte sur cette soirée, ses parents aussi d'ailleurs. Alors, ils vont être déçus. Étienne, qu'est-ce qui t'arrive depuis quelque temps? Tu es distant, irritable. Même Henri m'a dit que tu étais devenu taciturne. Henri, son chauffeur, qui le connaissait depuis l'enfance et qui était l'un des rares à oser lui parler franchement. Il ne t'arrive pas de penser que j'ai peut-être envie de choisir ma propre vie, maman? Bien sûr que si. Mais certains choix sont plus judicieux que d'autres. Et qui décide de ce qui est judicieux? Toi, la société, les conventions, l'expérience, Étienne, l'expérience de ceux qui t'aiment et qui veulent ton bonheur. Mon bonheur ou votre tranquillité d'esprit? Un silence pesant s'installa au bout du fil. Il y a quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Demanda finalement sa mère. Pourquoi cette question? Parce que je te connais. Tu n'aurais jamais le courage d'affronter Hélène et ses parents sans une raison impérieuse. Étienne hésita. Depuis des semaines, il portait seul le poids de ses sentiments pour Claire, et ce secret commençait à l'étouffer. Oui, il y a quelqu'un d'autre. Qui est-ce? Quelqu'un que tu n'approuverais pas? Pourquoi? Elle est mariée, divorcée, plus âgée que toi. Elle est pauvre, maman. Cette fois, le silence fut si long qu'Étienne crut que la communication avait été coupée. « Comment pauvre ?» finit par demander sa mère d'une voix blanche. « Elle travaille comme femme de ménage dans l'immeuble. Étienne, dis-moi que tu plaisantes. Je ne plaisante jamais avec les sentiments. Mon Dieu, et où cette... Et personne n'a-t-elle fait tes études? Elle n'a pas fait d'études supérieures. Elle travaille pour payer celles de sa sœur. Étienne, ressaisis-toi. Tu es en train de gâcher ta vie pour une aventure qui ne peut mener nulle part. Ce n'est pas une aventure. Alors, qu'est-ce que c'est? De l'amour. » Le mot tomba comme une pierre dans un puits. Sa mère mit plusieurs secondes à réagir. « L'amour? Tu appelles ça de l'amour? Étienne, tu as eu une période difficile après Sophie, mais là tu dérailles complètement. Cette fille profite de ta solitude, elle a vu une opportunité et... Stop! Ne me dis pas stop. Je suis ta mère et je refuse de te laisser répéter les mêmes erreurs. Quelles erreurs? Celle d'aimer quelqu'un qui ne correspond pas à tes critères sociaux, celle de t'entêter dans des relations impossibles. Sophie au moins était éduquée, elle avait des ambitions artistiques. Mais une femme de ménage, Étienne, tu te rends compte de ce que diront les gens? Sophie est morte à cause de ce que disaient les gens. Sophie est morte dans un accident. Sophie est partie en colère parce que vous l'aviez humiliée, parce que vous lui aviez fait comprendre qu'elle ne serait jamais assez bien pour votre fils. Nous n'avons jamais dit ça. Vous n'avez pas eu besoin de le dire. Vos regards, vos silences, vos remarques sur son accent, ses vêtements, ses origines. Sophie l'a très bien compris. Et tu crois que cette fois sera différente? Tu crois que cette... Claire acceptera mieux que Sophie les réalités de notre monde? L'utilisation du prénom de Claire par sa mère le surprit. Elle s'était renseignée. Claire ne l'accepte pas. C'est même pour ça qu'elle m'a quitté.
Alors tout est réglé. Non, maman, rien n'est réglé, parce que je ne vais pas la laisser partir comme j'ai laissé partir Sophie. Qu'est-ce que tu comptes faire? Me battre, pour elle, pour nous, pour le droit d'aimer qui je veux. Tu vas te ridiculiser, Étienne, et tu vas faire souffrir cette pauvre fille, la faire souffrir. Mais vous l'avez déjà fait souffrir, tous autant que vous êtes, avec vos ragots, vos surveillances, vos préjugés. Nous avons protégé l'entreprise et ta réputation. Vous avez détruit mon bonheur. Un nouveau silence, plus lourd encore que les précédents. Si tu persistes dans cette voie, dit finalement sa mère d'une voix tremblante, tu ne pourras plus compter sur le soutien de ta famille. Alors je m'en passerai. Étienne, au revoir maman. Il raccrocha et resta longtemps immobile, contemplant le téléphone. Venait-il vraiment de se brouiller avec sa mère pour une femme qui ne voulait plus le voir, une femme qui lui avait demandé de retourner dans son monde et de la laisser dans le sien? Oui, et il ne le regrettait pas. Pour la première fois depuis des semaines, Étienne se sentait libéré d'un poids. Il savait maintenant ce qu'il lui restait à faire. Il devait reconquérir Claire, non pas en tant que PDG de Delacroix Innovateur, mais en tant qu'homme amoureux, prêt à tout sacrifier pour celle qu'il aimait, y compris sa fortune et sa position sociale, s'il le fallait. Claire apprit la nouvelle un vendredi soir, en sortant de son service. Sandrine, une collègue de l'équipe de jour, l'intercepta dans le vestiaire avec des yeux brillants d'excitation. « Tu as entendu? Delacroix a viré sa secrétaire. Madame Rousseau. Pourquoi? Personne ne sait exactement. Mais certains disent que c'est à cause de toi. » Claire sentit son sang se glacer. « À cause de moi? Apparemment, elle aurait fait des commentaires déplacés sur votre relation, et le patron l'a fichue dehors sur le champ. »« Il n'y a pas de relation, je sais bien, » dit Sandrine en baissant la voix. « Mais les gens parlent, et maintenant qu'elle est partie, ils parlent encore plus. » En rentrant chez elle cette nuit-là, Claire avait l'impression que tous les regards se posaient sur elle. Dans le métro, elle croyait entendre son nom chuchoté par des passagers qui ne la connaissaient pourtant pas. Paranoïa ou réalité, elle ne savait plus. À Bagnolet, elle retrouva Amélie penchée sur ses livres de médecine. Sa sœur cadette, 19 ans, était tout ce qui lui restait de famille depuis la mort de leur grand-mère. Plus blonde et plus extravertie que Claire, elle avait hérité de leur mère cette facilité à voir le bon côté des choses. « Tu as une tête d'enterrement », dit Amélie en levant les yeux de son manuel d'anatomie. « Mauvaise journée? Plutôt. Oui. Problème au boulot? » Claire hésita. Depuis des semaines, elle gardait pour elle l'histoire avec Étienne, ne voulant pas inquiéter sa sœur qui avait suffisamment de stress avec ses études. En quelque sorte. « Raconte. Ce n'est rien. Des histoires de bureau. »« Claire, » dit Amélie en fermant son livre, « nous nous sommes promis de ne pas nous mentir après la mort de grand-mère. Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» Claire s'effondra dans le canapé, soudain épuisée par le poids du secret qu'elle portait. « Il y a un homme. »« Ah !» s'exclama Amélie avec un sourire ravi. « Je me disais bien que tu avais changé ces derniers temps, plus rêveuse, plus lumineuse. Qui est-ce? Quelqu'un d'impossible. Marié? Pire, c'est mon patron. » Le sourire d'Amélie s'évanouit. « Ton patron? Tu veux dire le grand patron? Delacroix? Lui-même. Mon Dieu, Claire. Comment c'est arrivé? » Claire raconta tout. Les cafés matinaux, les messages d'encouragement, leur conversation dans l'ascenseur, la déclaration d'amour à Bagnolet. Amélie l'écouta, sans l'interrompre, les yeux de plus en plus écarquillés. « Et maintenant, tu fuis ?» résuma-t-elle, quand Claire eut terminé. « Je ne fuis pas, je suis réaliste. » Réaliste ou lâche? Amélie, quoi? Un homme riche, intelligent, qui t'aime au point de venir te déclarer sa flamme en banlieue, et toi tu l'envoies balader? Tu es folle. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas si simple. Bien sûr que c'est simple. Il t'aime, tu l'aimes, où est le problème? Le problème, c'est que nos mondes sont incompatibles. Le problème, c'est que je risque de perdre mon travail. Le problème, c'est que tes études... Mes études? S'indigna Amélie. Tu vas sacrifier ton bonheur pour mes études? Il s'agit de notre avenir, Amélie. Si je perds ce travail, comment est-ce que je vais te payer la fac de médecine? Je trouverai des bourses, je ferai des petits boulots, je me débrouillerai. Mais je refuse que tu renonces à l'amour pour moi. Tu ne comprends pas. Si, je comprends très bien. Tu as peur, Claire.
Peur de croire que tu mérites quelqu'un comme lui. Peur qu'il se lasse de toi. Peur de souffrir. Et j'ai raison d'avoir peur, peut-être. Mais grand-mère disait toujours, la plus grande erreur, ce n'est pas d'échouer en essayant, c'est de renoncer sans avoir essayé. Claire sentit les larmes monter. Sa sœur avait cette façon de voir les choses qui lui rappelait douloureusement leur grand-mère. Et s'il me fait souffrir? Et s'il te rend heureuse? Les gens disent toujours quelque chose. Tu vas passer ta vie à te préoccuper de ce que pensent des inconnus. Ce ne sont pas des inconnus, ce sont mes collègues, c'est mon environnement de travail. Alors change d'environnement. Avec quelle qualification? Avec quel CV? Amélie se leva et vint s'asseoir à côté de sa sœur. Claire, regarde-moi. Tu es brillante, courageuse, généreuse. Tu lis Duras et Camus pendant tes pauses déjeuner. Tu rêves d'enseigner la littérature. Tu mérites mieux qu'un travail de nuit où on te traite comme si tu étais invisible. Mais il n'y a pas de mais. Cet homme t'offre peut-être une chance de changer de vie. Pas parce qu'il est riche, mais parce qu'il croit en toi. Comment tu peux en être si sûr? Parce que s'il voulait juste coucher avec toi, il ne se serait pas donné tant de mal. Les hommes riches qui veulent des aventures sans lendemain ne viennent pas déclarer leur amour en banlieue. Ils ne renvoient pas leur secrétaire pour protéger la réputation d'une femme de ménage. Cette remarque frappa Claire de plein fouet. Elle n'avait pas pensé au licenciement de Madame Rousseau sous cet angle. « Tu crois vraiment qu'il l'a renvoyée à cause de moi ?» J'en suis certaine. Et tu sais quoi? C'est exactement ce qu'aurait fait grand-mère si quelqu'un s'était permis de dire du mal de nous. Claire sourit malgré ses larmes. Leur grand-mère, si frêle en apparence, était une lionne quand il s'agissait de protéger sa famille. Qu'est-ce que je dois faire? Amélie, ce que ton cœur te dit de faire. Mon cœur me dit des choses contradictoires. Alors, écoute le plus fort. Cette nuit-là, Claire ne dormit pas. Allongée dans son lit, elle repensait aux paroles de sa sœur et aux gestes d'Étienne. Le café qu'il buvait chaque matin avec tant de plaisir. Les questions qu'il lui posait sur ses lectures, ses projets. La façon dont il l'avait regardée quand elle avait parlé de son rêve d'enseigner, non pas avec condescendance, mais avec admiration. Et surtout, cette vulnérabilité qu'elle avait perçue en lui. Cette solitude qu'il portait comme une blessure mal cicatrisée. Cette faille dans sa carapace de PDG qui laissait entrevoir l'homme qu'il était vraiment. Vers 5 heures du matin, elle prit sa décision. Elle allait préparer un café, le meilleur café de sa vie. Et cette fois, elle ne fuirait pas. Elle allait leur donner, une chance. Parce qu'Amélie avait raison, grand-mère n'aurait jamais voulu qu'elle renonce au bonheur par peur de ce que diraient les autres. Et parce que, au fond de son cœur, elle savait qu'Étienne Delacroix était peut-être l'homme le plus seul qu'elle ait jamais rencontré, et que parfois, l'amour commence simplement par la volonté de mettre fin à la solitude de quelqu'un. Le lundi matin, Étienne arriva au bureau avec une demi-heure de retard, chose impensable quelques mois plus tôt. Il n'avait plus de secrétaire particulière, les ressources humaines cherchaient encore un remplaçant à Madame Rousseau, et il s'accommodait parfaitement de cette liberté nouvelle. Il poussa la porte de son bureau et s'immobilisa sur le seuil. Sur sa table, à la place habituelle, l'attendait une tasse de café fumant et un petit carton plié. Son cœur s'emballa si violemment qu'il dut s'appuyer contre le chambranle. Il s'approcha lentement, comme dans un rêve, et déplia le message. L'écriture familière, cette calligraphie soignée qu'il avait appris à chérir, formait ces mots. Parfois, le courage consiste simplement à dire oui à ce qui nous fait peur. « Bonjour, Étienne. » Il leva les yeux et la vit, debout, près de la baie vitrée, dans son uniforme bleu marine. Elle le regardait avec un mélange d'appréhension et de détermination qui lui rappela leur première vraie conversation. « Claire. Bonjour, Étienne. Comment êtes-vous, votre affectation? J'ai demandé à reprendre mon ancien secteur, temporairement. Pourquoi? » Elle s'approcha de lui lentement comme si elle marchait sur un fil tendu au-dessus d'un précipice. « Parce que j'ai réfléchi à ce que vous m'aviez dit, à Bagnolette, et j'ai réalisé que j'étais en train de commettre la même erreur que vous avez commise avec Sophie. » Le prénom de son premier amour dans la bouche de Claire le fit tressaillir. Quelle erreur! Laisser les autres décider de notre bonheur, fuir par peur au lieu de se battre par amour. Étienne sentit l'émotion lui nouer la gorge. « Claire,
Vous êtes sûr de ce que vous dites? Non, je ne suis sûr de rien. Je ne sais pas si nous sommes compatibles à long terme. Je ne sais pas si votre famille m'acceptera un jour. Je ne sais pas si je saurai évoluer dans votre monde sans perdre qui je suis. Alors pourquoi? Parce que ma sœur m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Elle m'a dit, la plus grande erreur, ce n'est pas d'échouer en essayant, c'est de renoncer sans avoir essayé. Votre sœur est sage. Elle tient ça de notre grand-mère. Comme moi, finalement. Claire fit encore un pas vers lui. Étienne, j'ai peur. Peur de souffrir, peur de vous décevoir, peur de ne pas être à la hauteur, mais j'ai encore plus peur de passer ma vie à me demander ce qui se serait passé si j'avais eu le courage d'essayer. Et votre travail? Les rumeurs? Pour le travail, j'ai une proposition à vous faire. Pour les rumeurs, eh bien, nous allons leur donner quelque chose de vrai à commenter. Malgré l'émotion qui l'étranglait, Étienne sourit. Quelle proposition? Claire prit une profonde inspiration. Je voudrais démissionner de Delacroix Innovateur. Quoi? Écoutez-moi jusqu'au bout. Je ne peux pas continuer à travailler ici en sortant avec vous. Ce ne serait correct ni pour moi, ni pour vous, ni pour les autres employés. Mais j'aimerais reprendre mes études. En littérature, comme j'en rêvais avant de devoir tout arrêter. Claire, je peux vous aider financièrement. Vous n'avez pas besoin de... Si, j'en ai besoin. J'ai besoin de savoir que je peux réussir par moi-même. Que si nous construisons quelque chose ensemble, ce sera entre égaux. Pas entre un patron et son employé, ni entre un homme riche et une femme qui l'entretient. Cette fierté, cette détermination à préserver sa dignité, c'était exactement ce qu'il aimait chez elle. Et comment comptez-vous financer ses études? J'ai trouvé un autre travail, dans une librairie de Belleville. Le salaire est moins bon, mais les horaires me permettront de suivre des cours en journée. Et puis, c'est plus cohérent avec mes projets. Une librairie, les mots et les choses, rue de Ménilmontant. Le propriétaire, M. Bernstein, cherchait quelqu'un qui connaît bien la littérature. J'ai passé l'entretien hier. Étienne la regarda avec une admiration nouvelle. En quelques jours, elle avait réorganisé toute sa vie, trouvé des solutions pratiques à leurs problèmes, fait preuve d'un courage qu'il n'était pas sûr de posséder lui-même. Et votre sœur? Amélie a obtenu une bourse partielle pour ses études de médecine, et elle va donner des cours particuliers pour compléter. Elle dit qu'il était temps qu'elle apprenne à se débrouiller toute seule. Vous avez pensé à tout. J'ai essayé. Parce que si nous allons ensemble au bout de cette histoire, je veux que ce soit pour les bonnes raisons. Étienne s'approcha d'elle jusqu'à pouvoir sentir son parfum discret, ce mélange de savon de Marseille et de quelque chose de plus subtil qui n'appartenait qu'à elle. Quelles sont les bonnes raisons, selon vous? Parce que nous nous aimons, parce que nous nous respectons, parce que nous avons envie de construire quelque chose ensemble sans que l'un doive sacrifier qui il est pour l'autre. Et la différence sociale, elle existera toujours. Mais peut-être qu'avec le temps, elle deviendra moins importante que ce qui nous unit. Ma mère vous déteste déjà sans vous connaître. Alors il faudra qu'elle apprenne à me connaître, ou qu'elle s'habitue à l'idée que son fils a grandi. Cette réplique lui arracha un rire. Claire, vous vous rendez compte de ce que vous me proposez? Une histoire d'amour compliquée avec une femme têtue qui refuse de vous laisser lui payer ses études et qui va probablement vous créer des ennuis avec votre famille. Exactement. Et vous vous rendez compte de ce que vous accepteriez? Une histoire d'amour compliquée avec un homme qui porte trop de costumes, qui ne sait pas prendre le métro et qui a passé 10 ans de sa vie à fuir les sentiments? Exactement. Ils se regardèrent en silence, conscients qu'ils étaient sur le point de franchir un point de non-retour. Claire? Oui? Vous me donnez combien de temps pour apprendre à prendre le métro? Toute une vie, si nécessaire. Et moi, je vous donne combien de temps pour supporter mes costumes et ma famille? Toute une vie aussi. Il tendit la main vers elle. Elle la prit sans hésiter. Dans ce cas, dit-il en portant ses doigts à ses lèvres, nous avons un marché. Pour la première fois depuis des semaines, Étienne Delacroix se sentit complet, pas parce qu'il avait reconquis Claire, mais parce qu'ensemble, ils venaient de choisir le courage plutôt que la facilité. Et au fond, c'était exactement ce que disait le message de ce matin. Parfois, le courage consiste simplement à dire oui à ce qui nous fait peur. 3 mois s'écoulèrent dans un bonheur précaire.
Claire avait démissionné de Delacroix Innovateur dans les règles, terminant son préavis sans incident notable. Elle travaillait désormais aux Modes et les choses, où M. Bernstein, septuagénaire passionné de littérature, appréciait ses connaissances et sa capacité à conseiller les clients. Le soir, elle suivait des cours de littérature française à la Sorbonne, rattrapant avec une soif d'apprendre qui impressionnait ses professeurs. Étienne et elle se voyaient discrètement, dîner dans de petits restaurants de quartier, promenade dans Paris, soirée chez elle à Bagnolet, où il apprenait à connaître Amélie et à apprécier la simplicité de leur appartement. Ils construisaient leur relation pas à pas, découvrant leurs différences et leurs affinités avec la patience de deux personnes conscientes de jouer leur avenir. Mais ce jeudi soir de décembre, l'orage qu'ils redoutaient éclata enfin. Étienne sortait de son bureau quand il tomba nez à nez avec Hélène Moncler dans le hall de l'immeuble. Elle l'attendait, impeccable dans son manteau de cachemire beige, un sourire poli aux lèvres qui ne masquait pas la détermination dans ses yeux. « Bonsoir, Étienne. J'espérais te croiser. »« Hélène, que fais-tu ici? Nous devons parler. Mon père organise un dîner samedi soir pour fêter l'accord avec les investisseurs singapouriens. Ta présence est attendue. J'ai déjà prévenu ta mère que je ne pourrais pas venir. » Oui, j'ai eu droit à ses explications. Cette histoire avec une employée de l'entreprise. La façon dont elle avait dit « employée » le hérissa. Cette histoire, comme tu dis, s'appelle Claire, et elle ne travaille plus ici. Je sais, j'ai fait quelques recherches sur mademoiselle Moreau. Étienne sentit une alarme sonner dans sa tête. Quelle recherche? Rien d'indiscret. Juste des vérifications de routine. On ne peut jamais être trop prudent quand il s'agit de protéger les intérêts de ceux qu'on aime. Hélène, de quoi parles-tu exactement? Marchons un peu, veux-tu? Ils sortirent de l'immeuble et remontèrent lentement l'avenue. Hélène attendit d'être sûre qu'ils ne seraient pas entendus avant de reprendre. Étienne, je ne vais pas tourner autour du pot. Cette fille te ment. Pardon. Elle te ment sur ses origines, sur sa situation financière, probablement sur ses sentiments aussi. Hélène, tu divagues. Vraiment? Tu savais que sa grand-mère n'a jamais eu de café à Bagnolet? Étienne s'arrêta net. Qu'est-ce que tu dis? J'ai fait vérifier. Aucun établissement au nom de Moreau n'a jamais été enregistré dans cette commune. Ta Claire a inventé cette histoire de toutes pièces. C'est impossible. Et ce n'est pas tout. Tu savais qu'elle avait postulé pour un poste d'assistante de direction chez nous l'année dernière, avant d'être embauchée comme femme de ménage? Étienne sentit le sol se dérober sous ses pieds. Tu mens. J'ai les documents si tu veux les voir. Elle a menti sur ses qualifications, sur son expérience, sur ses références. Quand les RH ont découvert les falsifications, ils lui ont proposé un poste de nettoyage pour éviter le scandale. Par charité. Non. Et le plus beau, Étienne, elle savait parfaitement qui tu étais avant même de commencer à travailler ici. Elle avait étudié ton profil, tes habitudes, tes faiblesses, cette histoire de café matinal, ces petits mots touchants. Tout était calculé dès le début. Hélène sortit une enveloppe de son sac et la lui tendit. Voici les preuves. Photos de son faux CV, témoignages de personnes qui l'ont connue dans sa précédente entreprise, et surtout, les messages qu'elle échangeait avec sa sœur où elle explique sa stratégie pour te séduire. Étienne prit l'enveloppe d'une main tremblante. Il reconnaissait l'écriture d'Amélie sur certains documents et son cœur se serra en lisant quelques phrases qui semblaient effectivement évoquer un plan pour approcher le patron. « Pourquoi me montres-tu ça? Parce que je t'aime, Étienne. Pas comme tes parents voudraient que je t'aime, par convenance sociale. Je t'aime vraiment. Et je ne peux pas te laisser détruire ta vie pour une manipulatrice. Hélène, je sais que tu ne m'aimes pas comme je t'aime, mais cette fille ne t'aime pas du tout. Elle aime ton compte en banque, ton statut, les opportunités que tu représentes. Tout le reste n'est que comédie. » Étienne regardait les documents, l'esprit en déroute. Certains éléments semblaient corroborer les accusations d'Hélène. D'autres lui paraissaient suspects, trop facilement obtenus. « Comment as-tu eu accès à tout ça? » « Mon père a des relations partout. Quand j'ai vu que tu t'entêtais dans cette relation, j'ai demandé qu'on se renseigne discrètement. Tu m'as fait espionner? Je t'ai protégé.
Comme j'aurais voulu que quelqu'un protège mon frère avant qu'il épouse cette aventurière qui lui a coûté la moitié de sa fortune. Étienne repensa aux derniers mois avec Claire, à sa réticence à accepter son aide financière, à sa fierté quand elle avait parlé de construire leur relation d'égal à égal, à la sincérité qu'il avait cru lire dans ses yeux. Mais il repensa aussi à ces zones d'ombre qu'il avait parfois perçues dans ses récits, à cette facilité qu'elle avait eue pour décrocher ce travail dans la librairie, à la rapidité avec laquelle elle avait organisé sa nouvelle vie. Qu'est-ce que tu attends de moi, Hélène? Que tu la confrontes avec ses preuves, que tu vois sa vraie nature quand elle sera acculée. Et ensuite, que tu reviennes dans le monde qui est le tien, avec les gens qui te connaissent vraiment et qui t'aiment pour ce que tu es. Étienne glissa l'enveloppe dans sa poche. Il faut que j'y aille. Tu vas lui parler? Oui. Ce soir? Ce soir. Hélène posa une main gantée sur son bras. Étienne, je sais que ça fait mal, mais mieux vaut découvrir la vérité maintenant qu'après des années de mensonges. Il la regarda partir dans sa voiture avec chauffeur, puis resta longtemps immobile sur le trottoir, l'enveloppe brûlant dans sa poche comme un poison. Pour la première fois depuis des mois, Étienne Delacroix ne savait plus s'il devait faire confiance à son cœur ou à sa raison. Et cette incertitude le terrifiait plus que tout au monde, car au fond de lui, une petite voix malveillante murmurait qu'il avait peut-être été naïf, qu'une fois de plus, il s'était laissé aveugler par l'amour au point de ne pas voir les signes qui auraient dû l'alerter, exactement comme 10 ans plus tôt avec Sophie. Et si cette fois encore, la réalité était plus cruelle que ses rêves. Étienne arriva chez Claire vers 21h, l'enveloppe d'Hélène serrée dans sa main comme une arme qu'il répugnait à utiliser. Il monta les 3 étages, en essayant de rassembler ses pensées, de trouver les mots justes pour aborder ce qui risquait de détruire leur histoire. Claire lui ouvrit avec son sourire habituel, celui qui lui réchauffait le cœur depuis des mois. Elle portait un pull bordeaux qui soulignait ses yeux, et ses cheveux détachés encadraient de son visage avec cette douceur naturelle qu'il aimait tant. « Tu es en avance. Amélie vient de partir réviser chez une amie. Nous allons être tranquilles pour... » Elle s'interrompit en voyant son expression. « Étienne, que se passe-t-il? Tu es tout pâle. Il faut qu'on parle, Claire. »« D'accord. Entre, je vais faire du café. »« Non. » La fermeté de sa voix la fit se retourner. « Non, » répéta-t-il plus doucement. « Pas de café? Pas ce soir. » Elle ferma la porte et le conduisit au salon. L'appartement était toujours aussi modeste, mais Claire y avait ajouté quelques touches personnelles. Des livres partout, un bouquet de fleurs des champs dans un simple verre d'eau, des coussins colorés sur le canapé fatigué. Cette simplicité chaleureuse qui contrastait tant avec le luxe glacial de son propre univers. « Étienne, tu me fais peur. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il sortit l'enveloppe de sa poche et la posa sur la table basse entre eux. « J'ai rencontré Hélène Moncler ce soir. »« Ah, elle m'a donné ça. » Claire regarda l'enveloppe sans y toucher comme si elle contenait du venin. « Et qu'est-ce que ça contient? Des documents sur toi, sur ton passé, tes mensonges supposés, tes véritables motivations. »« Mes mensonges. Claire, est-ce que votre grand-mère a vraiment eu un café à Bagnolet ?» La question tomba dans le silence comme une pierre. Claire pâlit et détourna le regard. « Est-ce que vous avez postulé pour un poste d'assistante de direction chez nous l'année dernière? Étienne, est-ce que vous avez falsifié votre CV? Est-ce que vous saviez qui j'étais avant même de commencer à travailler dans l'immeuble ?» Chaque question était un coup de poignard, et il voyait Claire s'effondrer peu à peu sous ses yeux. « Répondez-moi, Claire, s'il vous plaît. » Elle ferma les yeux et prit une profonde inspiration. « Oui. Oui à quoi? Oui à tout. Enfin... presque tout. » Étienne sentit son cœur se briser. Malgré lui, il avait espéré qu'Hélène mentait, que tout cela n'était qu'une manipulation destinée à les séparer. « Expliquez-moi. » Claire se leva et marcha vers la fenêtre, lui tournant le dos. « Ma grand-mère n'a jamais eu de café. Elle était femme de ménage dans un café. Le patron lui avait appris à préparer différents types de boissons et elle me transmettait ses connaissances. Mais elle n'a jamais été propriétaire de rien. Pourquoi m'avoir menti? Parce que c'était plus romanesque, parce que ça vous donnait une belle image de moi, parce que j'avais honte de la vérité. Et le poste d'assistante, j'ai effectivement postulé. Après la mort de grand-mère, j'étais désespéré.
Amélie devait entrer en première année de médecine, j'avais besoin d'un bon salaire. Alors j'ai enjolivé mon CV, inventé des expériences que je n'avais pas, des diplômes que je ne possédais pas. Et quand ils ont découvert la supercherie, ils m'ont proposé le poste de nettoyage, pas par charité, contrairement à ce que prétend votre ami, mais parce que j'avais supplié, j'étais prête à tout pour ce travail. Étienne ouvrit l'enveloppe et en sortit quelques documents. Et ça, ces messages avec votre sœur où vous parlez de votre stratégie pour me séduire, Claire se retourna brusquement et lui arracha les papiers des mains. Elle les parcourut rapidement et son visage se durcit. Ces messages sont truqués. Comment ça? Regardez les dates, regardez attentivement. Ces conversations sont censées avoir eu lieu il y a 6 mois, quand j'ai commencé à vous apporter le café. Mais nous n'avions même pas de smartphone à cette époque. Amélie utilisait encore le vieux portable de grand-mère. Étienne examina les documents plus attentivement. Effectivement, quelque chose clochait dans la présentation, dans la qualité des captures d'écran. Et puis, ajouta Claire avec une colère grandissante, si j'avais vraiment voulu vous piéger, vous croyez que j'aurais été assez stupide pour laisser des traces écrites de mon plan? Alors ces messages sont des faux, probablement fabriqués par les relations du père d'Hélène Moncler. Claire s'assit lourdement sur le canapé, soudain épuisée. Étienne, je ne vais pas vous mentir plus longtemps. Oui, je savais qui vous étiez quand j'ai commencé à travailler dans l'immeuble. Tout le monde connaissait le grand patron. Oui, j'ai d'abord eu l'idée de vous apporter le café en me disant que ça pourrait peut-être m'aider professionnellement un jour. Ah, mais ça, c'était les premiers jours, avant de vous connaître vraiment, avant de voir cette tristesse dans vos yeux, cette solitude que vous portiez comme un fardeau. À partir du moment où nous avons commencé à nous parler vraiment, mes motivations ont complètement changé. Comment puis-je vous croire? Vous ne pouvez pas, vous devez choisir de me faire confiance ou pas. Elle le regarda droit dans les yeux. Étienne, si j'avais vraiment voulu profiter de vous, j'aurais accepté votre aide financière. J'aurais gardé mon travail chez vous. J'aurais joué la petite amie reconnaissante et soumise. Au lieu de ça, j'ai démissionné. J'ai refusé votre argent et je me suis battu pour construire ma propre indépendance. Ça vous semble cohérent avec un plan de manipulation? Non, admit-il, ça ne l'est pas. Les seuls vrais mensonges que je vous ai dits concernent ma grand-mère et mon CV truqué. Pour le reste, tout était vrai. Mes sentiments, mes rêves, mon amour pour vous, tout était vrai. Et pourquoi ces mensonges sur votre grand-mère? Parce que j'avais honte, Étienne. Honte de venir d'un milieu si modeste. Honte de ne pas avoir de belle histoire familiale à vous raconter. Vous qui aviez grandi dans le luxe, qui aviez fait des études brillantes, qu'est-ce que je pouvais vous offrir à part mes origines ouvrières et mes rêves cassés? Vous pouviez m'offrir la vérité. Oui, j'aurais dû, et je m'en veux tous les jours. Étienne contempla la jeune femme assise en face de lui, celle qui avait réchauffé ses matins pendant des mois, qui avait redonné de la couleur à sa vie, qui l'avait aidé à croire de nouveau en l'amour. Claire, regardez-moi. Elle leva vers lui des yeux embués de larmes. Est-ce que vous m'aimez vraiment, plus que ma propre vie, malgré nos différences, malgré ma famille qui vous rejettera, malgré les difficultés qui nous attendent? À cause de tout ça, parce que vous m'avez montré qu'il était possible d'être quelqu'un d'autre que celle qu'on attend de moi, parce que, avec vous, je me sens enfin libre d'être moi-même. Étienne se pencha vers elle et prit ses mains dans les siennes. Dans ce cas, nous avons encore quelque chose à construire ensemble. Vous me pardonnez. Si vous me promettez qu'il n'y aura plus jamais de mensonges entre nous, je vous le promets. Alors oui, je vous pardonne, et j'ai quelque chose à vous avouer, moi aussi. Quoi? Pendant un moment ce soir, j'ai douté de vous. J'ai eu peur que vous ne soyez qu'une aventurière de plus, et ça m'a fait comprendre à quel point j'avais besoin de vous dans ma vie. Claire se blottit contre lui, et il sentit sa tension s'évaporer. Dehors, Paris scintillait dans la nuit, indifférente à leurs tourments. Mais ici, dans ce petit appartement de Bagnolet, ils venaient de franchir une étape cruciale, celle de la vérité totale. Le lendemain matin, Étienne convoqua Hélène Moncler dans son bureau.
Elle arriva avec l'assurance de quelqu'un qui croit avoir gagné la partie, vêtue d'un tailleur gris perle qui soulignait sa beauté froide. « Alors ?» demanda-t-elle sans préambule. « Comment s'est passée votre conversation avec votre protégée? Asseyez-vous, Hélène. » Oh, ce ton solennel, elle a avoué, n'est-ce pas? J'imagine qu'elle a pleuré, qu'elle a inventé des excuses, qu'elle a tenté de vous attendrir. Elle a effectivement avoué certaines choses, mais pas celles que vous espériez. Le sourire d'Hélène vacilla légèrement. Comment ça? Étienne sortit les documents de l'enveloppe et les étala sur son bureau. Ces messages entre Claire et sa sœur sont des faux, ridicules. Mes sources sont fiables. Vos sources ont fabriqué de fausses preuves. Les dates ne correspondent pas. La qualité des captures d'écran est suspecte et surtout, les personnes concernées n'avaient pas les moyens techniques de s'envoyer ce type de message à l'époque indiquée. Hélène resta silencieuse, mais Étienne vit une lueur de panique traverser ses yeux. Quant au reste, continua-t-il, Claire m'a tout expliqué. Oui, elle a menti sur l'histoire de sa grand-mère. Oui, elle a falsifié son CV pour obtenir un emploi. Mais tout cela par désespoir, pas par calcul. Étienne, vous êtes naïf. Cette fille vaut 1000 fois mieux que vous, Hélène. La gifle verbale fit tressaillir la jeune femme. Pardon? Vous m'avez fait espionner. Vous avez fouillé dans la vie privée d'une personne innocente. Vous avez fabriqué de fausses preuves pour détruire une relation qui vous dérangeait. Et tout ça au nom de l'amour? Je voulais vous protéger. Vous vouliez me posséder, comme un objet de collection que l'on range soigneusement dans son salon. Hélène se leva, le visage livide. Et elle ne veut pas vous posséder? Cette petite ouvrière qui a vu en vous l'occasion de sa vie? Claire a démissionné de mon entreprise pour préserver notre relation. Elle a refusé mon aide financière pour garder sa dignité. Elle travaille 60 heures par semaine pour payer ses études. Vous appelez ça de l'opportunisme? Elle vous manipule, elle joue la fierté pour mieux vous ferrer. Non, Hélène, c'est vous qui manipulez, depuis des années, vous et vos parents, et ma mère, et tous ceux qui pensent que l'amour se négocie comme un contrat commercial. Étienne, réfléchissez, nous sommes faits l'un pour l'autre, même milieu, même éducation, même code, même mensonge, surtout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Claire me regarde, elle voit Étienne. Quand vous me regardez, vous voyez le PDG de Delacroix Innovateur, l'héritier d'une fortune, le mari idéal pour votre ascension sociale. C'est faux, vraiment. Dites-moi, Hélène, qu'est-ce que vous aimez chez moi? Mon sens de l'humour, ma façon de citer Baudelaire, ma peur des engagements, mes cicatrices invisibles. Vous êtes intelligent, ambitieux, des qualités qu'on trouve sur un CV, pas des raisons d'aimer quelqu'un. Hélène le regardait comme si elle le découvrait pour la première fois. « Qu'est-ce qui vous est arrivé, Étienne? Vous étiez si différent avant cette histoire. Justement, j'étais mort à l'intérieur et je ne m'en rendais même pas compte. Claire m'a redonné vie. Et nous, notre amitié, nos projets, quels projets? Ceux que nos parents ont échafaudés pour nous, Hélène, nous n'avons jamais eu le moindre projet commun. Nous nous fréquentons depuis 10 ans par habitude, par commodité sociale. Je vous aime. Non, vous aimez l'idée de moi, vous aimez le statut que je représente, mais vous ne m'aimez pas moi. » Hélène se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. « Vous faites une terrible erreur, Étienne. Cette fille vous quittera dès qu'elle aura obtenu ce qu'elle veut. Et qu'est-ce qu'elle veut, selon vous? Une vie meilleure, une revanche sur son milieu d'origine, le pouvoir que donne l'argent. Vous savez ce qu'elle veut vraiment, Hélène? Enseigner la littérature française dans un lycée de banlieue, retourner d'où elle vient pour aider d'autres gamins à s'en sortir par l'école. Voilà son ambition. Pas très glamour, n'est-ce pas? C'est ce qu'elle vous a dit, c'est ce qu'elle vit, tous les jours, avec une détermination que vous n'aurez jamais parce que vous n'avez jamais eu à vous battre pour rien. » Hélène ouvrit la porte, puis s'arrêta une dernière fois. « Quand cette histoire finira mal, ne venez pas pleurer sur mon épaule. Cette histoire ne finira pas mal, Hélène, parce que cette fois, je vais me battre pour la faire durer. » Une fois seul, Étienne contempla Paris à travers ses baies vitrées.
Dans quelques heures, il devrait affronter sa mère et lui annoncer sa décision. Dans quelques jours, il devrait faire face au ragot du milieu des affaires. Dans quelques semaines, il devrait prouver à Claire qu'il était capable de l'aimer sans la transformer. Mais pour la première fois depuis la mort de Sophie, il se sentait prêt à mener tous ses combats. Parce qu'au bout de ce chemin difficile, l'attendait une femme qui lui préparait le meilleur café de sa vie en y mettant tout son cœur. Une femme qui lui écrivait des mots d'encouragement quand elle le voyait fatigué. Une femme qui l'aimait pour ce qu'il était, pas pour ce qu'il possédait. Une femme qui avait redonné du sens au mot « espoir ». Son téléphone sonna. « Claire. »« Bonjour », dit-il en décrochant. « Bonjour. Tout va bien ? Tu as l'air soulagé. »« Ça va très bien. J'ai réglé un problème qui traînait depuis longtemps. »« Parfait. Dis-moi, ça te dirait de venir dîner à la maison ce soir ? Amélie veut absolument te faire goûter sa fameuse blanquette de veau. »« Avec plaisir. Et Claire ? »« Oui, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. » Étienne raccrocha en souriant. Dehors, Paris brillait sous le soleil d'hiver, et pour la première fois depuis des années, l'avenir lui paraissait lumineux. Il avait choisi l'amour plutôt que les convenances. Il avait choisi la vérité plutôt que les apparences. Il avait choisi Claire plutôt que la facilité. Et il ne le regrettait pas. 2 ans plus tard, le petit café de Belleville bourdonnait de conversations matinales. Derrière le comptoir, Claire préparait un expresso avec cette même attention minutieuse qu'elle apportait autrefois au café d'Étienne. Ses cheveux étaient plus courts maintenant, libérés en boucles souples qui encadraient un visage épanoui. Elle portait une robe simple couleur miel qui s'accordait parfaitement à l'atmosphère chaleureuse du lieu. 2 expressos et un café au lait, annonça-t-elle en déposant les tasses sur le plateau d'Amélie. Sa sœur, désormais en 3e année de médecine, travaillait au café le week-end pour arrondir ses fins de mois. Elle avait gardé cette énergie communicative qui avait toujours caractérisé leur famille, mais ses traits s'étaient affinés, révélant la femme qu'elle devenait. « Table 6 » demanda Amélie. « Oui, et n'oublie pas, Monsieur Bernstein arrive dans 1 heure pour la signature. Tu es nerveuse ?» Terrifiée, Claire sourit malgré elle. Dans 1 heure, elle allait officiellement devenir propriétaire des mots et les choses. Monsieur Bernstein, qui partait à la retraite, lui cédait sa librairie à un prix dérisoire, touché par sa passion pour les livres et son projet de créer un espace culturel dans le quartier. La sonnette tinta, et Étienne entra, vêtu d'un jean et d'un pull en cachemire bleu marine. Plus de costume 3 pièces, plus de cravate. Il avait définitivement abandonné l'uniforme du parfait dirigeant. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés par le vent, et ce sourire qu'elle aimait tant illuminait son visage. « Bonjour, mademoiselle la future libraire », dit-il en s'approchant du comptoir. « Bonjour, monsieur le mécène discret. Toujours cette manie de me rappeler que j'ai contribué au financement. Prêt sans intérêt, le coupa-t-elle, que je rembourse religieusement chaque mois. À votre rythme, à mon rythme, acquiesça-t-elle en lui tendant son café habituel. Étienne but une gorgée et ferma les yeux de plaisir. Toujours parfait. Comment faites-vous? Secret professionnel. Même après 2 ans? Surtout après 2 ans. Il rit et sortit de sa poche un petit carton plié. L'écriture familière de Claire y traçait ces mots. Les plus beaux voyages commencent par un simple pas en avant. Bonne chance pour aujourd'hui, mon amour. Vous continuez à m'écrire des messages, remarqua-t-il. Vous continuez à les garder. Tous, sans exception. Claire contourna le comptoir et vint s'asseoir à côté de lui, sur l'un des hauts tabourets qu'Étienne avait installés près de la vitrine. Dehors, Belleville s'animait dans la douceur de ce matin de mai. Les commerçants ouvraient leurs boutiques, les écoliers se dirigeaient vers l'école primaire du coin, la vie de quartier reprenait ses droits avec cette simplicité que Claire n'échangerait plus jamais contre les fastes du 16e arrondissement. « Des nouvelles de votre mère ?» demanda-t-elle. « Elle commence à s'habituer. Hier, elle m'a même demandé si vous aimiez les orchidées. »« Vraiment ? Je lui ai dit que vous préfériez les fleurs des champs. » Elle a paru désemparée. Claire éclata de rire. Les relations avec Madame Delacroix restaient tendues, mais elles évoluaient lentement vers une acceptation polie. La dame ne comprenait toujours pas le choix de son fils, mais elle avait fini par admettre que Claire rendait Étienne heureux. C'était déjà un progrès considérable.
Et le travail? L'entreprise tourne mieux que jamais. Qui aurait cru qu'un PDG heureux en amour dirigerait mieux qu'un PDG neurasthénique? Étienne avait profondément transformé Delacroix innovateur. Fini les méthodes autoritaires héritées de son père. Il avait instauré un dialogue social, amélioré les conditions de travail, créé des crèches pour les employés. L'entreprise avait gagné en humanité ce qu'elle avait peut-être perdu en prestance. Mais les résultats étaient là. « Tu ne regrettes jamais ?» demanda Claire. « Ton ancienne vie, les dîners mondains, les relations de prestige, tu me demandes ça sérieusement? Parfois, j'ai peur que tu aies sacrifié trop de choses pour moi. » Étienne posa sa main sur la sienne. « Claire, regardez autour de vous. Ce café, cette librairie que vous allez reprendre, ces gens qui vous aiment, cette vie que nous construisons ensemble, vous appelez ça un sacrifice? Non, mais il n'y a pas de mais. J'ai échangé une existence dorée mais vide contre une vie simple mais remplie d'amour. C'est le meilleur marché de ma vie. Même quand je me lève à 5 heures pour préparer l'ouverture du café, surtout quand vous vous levez à 5 heures. Parce que c'est à ce moment-là que je vous vois vraiment vous épanouir. » Claire lui sourit et se pencha pour l'embrasser. Un baiser tendre, familier, qui avait le goût du café et des promesses tenues. « Au fait, dit-elle en se détachant de lui, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Bonne ou mauvaise? Excellente. J'ai été accepté au master de lettres modernes. Je pourrai enseigner dès l'année prochaine. Claire, c'est merveilleux. » Il la souleva dans ses bras et la fit tournoyer, sous les regards attendris des clients matinaux qui s'étaient habitués à leur démonstration d'affection. « Et vous savez où je vais demander mon affectation ?» dit-elle quand il la reposa. « Où? À Bagnolet, dans mon ancien lycée, pour aider d'autres gamins à découvrir que les livres peuvent changer une vie. » Étienne la regarda avec cette expression qu'elle lui connaissait bien, un mélange d'admiration et d'amour qui la faisait encore rougir après tout ce temps. « Et moi, qu'est-ce que je deviens dans tout ça? Vous m'accompagnerez à Bagnolet le matin, vous irez diriger votre empire depuis Paris, et le soir, nous nous retrouverons dans notre appartement pour boire le café en parlant littérature. Notre appartement? À moins que vous ne préfériez garder votre penthouse du 16e, notre appartement, répéta-t-il avec un sourire radieux. J'aime le son de ces mots. Moi aussi. La sonnette tinta à nouveau. Monsieur Bernstein entrait, accompagné du notaire. L'heure de la signature avait sonné. Claire se leva, lissa sa robe et prit une profonde inspiration. « Prête ?» demanda Étienne. « Prête. Alors allons-y. Il est temps d'écrire le prochain chapitre de notre histoire. » Main dans la main, ils se dirigèrent vers le fond du café, où les attendaient les documents qui feraient de Claire la propriétaire de ses rêves. Dehors, Paris continuait sa danse éternelle, indifférente au petit bonheur des humains. Mais ici, dans ce coin de Belleville, où se mêlaient l'odeur du café frais et le parfum des livres neufs, deux âmes solitaires avaient trouvé leur port d'attache. Et ils savaient qu'il leur restait toute une vie pour savourer chaque gorgée de ce bonheur simple qu'ils avaient eu le courage de choisir ensemble.